Le livre, l'édition sans éditeur, avait paru il y a une décennie. Et je parlais de la concentration de l'édition aux États-Unis et en Angleterre. Les deux pays avaient une évolution très semblable, à tel point qu'en Amérique, 80% des livres venaient des 5 plus grands groupes et qu'on changeait, j'en parlerai un peu plus tard, énormément les catalogues à cause de ça. Et depuis, naturellement, ce qui s'est passé en France va tout à fait au-delà de ce qui s'est passé dans les pays anglo-saxons, sauf qu'on n'en parle pas en France. Et je vous donne un exemple dont je parle dans Le contrôle de la parole, parce que c'était écrit à l'époque où l'Élysée avait proposé à Hachette d'acheter Vivendi. C'est qu'une fois qu'ils ont fait faillite, l'Élysée voulait que Hachette les achète, et c'est seulement Bruxelles qui les a empêchés. Parce qu'ils ont dit on ne peut pas permettre un monopole absolu en France de toute l'édition. Alors on a permis à Hachette, malgré ça, d'acheter 42% des éléments les plus rentables de Vivendi, mais ils n'ont pas pu acheter 100%. Et la question alors c'était que faire du reste de cette maison importante. Et alors à cette époque-là, on a cru voir une solution dans le baron de la Cellière, chef des investissements Wendel, qui a dit tiens, on s'intéresse beaucoup à la culture, on va acheter tout ça. Et Wendel normalement exigeait une rentabilité de 25% sur tous les investissements. Alors on aurait pu se demander pourquoi voulait-il acheter des maisons qui pouvaient à peine gagner 10% par an. Mais on n'a pas posé la question. La presse lui a pris sur parole. Quand il a dit « nous ne sommes pas là pour revendre la maison dans quelques années », non, certainement pas. On est là pour 10 ou 15 ans. Donnez-nous votre confiance. Et les autorités anti-monopole du gouvernement, sans doute, l'ont pris sur sa parole. On n'a pas demandé une signature disant « je suis là pour 10 ou 15 ans ». Eh bien, 3 ans plus tard, naturellement, il a revendu Editis, il a revendu à une maison étrangère. Donc exactement ce qu'on voulait éviter en lui avant permis au début d'acheter la boîte. L'essentiel pour Wendel, c'était de montrer que la maison serait rentable. Et la minute qu'ils ont atteint 11,9% de rentabilité, ils ont pu le vendre. Ils ont pu le vendre à quelqu'un d'autre, le groupe Planeta, même si les conditions qui avaient permis cette rentabilité étaient tout à fait éphémères. Je ne vais pas en parler en détail, mais ils ont roulé Planeta en leur montrant une maison qui semblait beaucoup plus rentable qu'elle ne l'était. Donc Wendel n'a dû qu'investir seulement 350 millions à peu près. Ils ont vendu le tout pour 1 milliard, donc ils ont fait 300% dans 3 ans. Ça montre donc que l'édition peut encore être très rentable, mais pas en publiant des livres, naturellement. Ça, c'est beaucoup trop vieux jeu. Il faut acheter des maisons et les revendre aussi vite que possible, d'une manière aussi osée que possible. Et nous avons maintenant une situation en France où donc 1/3 de l'édition française est entre les mains d'un des grands monopoles espagnols, le groupe Planeta, et naturellement, personne ne sait ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Ils peuvent demain, s'ils veulent, fermer la découverte, ils peuvent fermer Lafon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune condition sur des ventes de ce genre. Et c'est comme si les lois contre les monopoles n'existaient pas en France, et à vrai dire, ils n'existent pas. Et il y a quelques années, Le Monde a fait une étude de la rentabilité des grandes maisons françaises. C'était autour de 3%, 3-4%. Gallimard ne faisait, je crois, qu'à 1% à l'époque. Donc, si vous avez un compte en banque à la Poste, vous gagnez plus que si vous avez une maison d'édition. Mais on voulait pouvoir encore publier les livres qui vous plaisaient, qui vous semblaient importants, et d'assurer leur pérennité en gagnant de l'argent avec les quelques livres, et c'était seulement quelques livres, qui se vendaient très bien. Quand je dirigeais pour une trentaine d'années les éditions Panthéon à New York, qui faisaient une partie d'un grand groupe, si on était propriétaire de journaux, on gagnait 26% par an à cause de la publicité. Alors quand le groupe Random House a été acheté par le groupe Newhouse, qui se spécialisait dans la presse, dans Vogue, dans des journaux, etc.,
leur logique disait très simplement, mais si on gagne tellement d'argent dans les autres endroits, il faudrait gagner autant chez vous. Donc ce problème s'est posé pour nous d'une manière assez dramatique à Panthéon, parce que bien qu'on était rentable, on était certainement en publiant Sartre et Foucault et Duras et des gens comme ça, on n'allait pas gagner 15% par an. On gagnait assez pour équilibrer, mais c'était impossible de gagner autant d'argent. Et quand on nous a demandé de faire ça, mes collègues et moi-même ont décidé que c'était impossible, ça ne valait pas le coup de rester pour voir ce qui allait se passer. On a tous démissionné ensemble. Et pour nous, c'était très clair qu'on avait affaire avec une nouvelle idéologie, une idéologie de la rentabilité, où on nous disait il faut que chaque livre soit rentable, il ne faut pas d'exception, et si vous voulez publier Foucault, oubliez-le. Et c'était ça que j'appelle la censure du marché, parce qu'on établissait dans les grandes boîtes, comme on le fait en France actuellement, un système de contrôle où les gestionnaires, les jeunes gens qui viennent de HEC, etc., demandent d'avance, avant qu'on puisse accepter un livre, quelle est la rentabilité que vous prévoyez. Et c'est ça la question que je crois qu'il faut poser ici et dans d'autres pays, n'est-ce pas, qu'il y a énormément de secteurs culturels, que ce soit la presse, que ce soit l'édition, que ce soit même les libraires, où on ne peut plus gagner l'argent qui est suffisant pour les gens qui normalement auraient investi. Parce que si on vous dit oui, très bien, on espère équilibrer, où on va gagner 1 ou 2%, pour la plupart, c'est pas seulement Wendel, ce sont les banques, les autres qui diront mais c'est de la blague, c'est de la foutaise, on ne peut pas travailler comme ça, il faut gagner beaucoup plus. Et naturellement, on a vu dans l'année dernière la crise qui venait quand on gagnait beaucoup plus. En quittant Panthéon, comme j'ai dit, j'avais dirigé pour une trentaine d'années, on a commencé une maison à but non lucratif, donc un groupe associatif qui maintenant, après presque 20 ans, a publié un millier de bouquins, dont certains ont gagné beaucoup d'argent et la plupart n'ont pas gagné d'argent du tout, et dont je dirais 95% des livres n'auraient jamais été publiés par des grandes maisons commerciaux aujourd'hui, parce que le fichier qu'on leur ait préparé d'avance aurait dit mais c'est de la folie pure. Et donc j'étais très inquiet en France de voir que quand La Martinière a acheté une des plus belles maisons françaises, Le Seuil, que j'admirais énormément, il a déclaré à tout le monde qu'il fallait que chaque livre soit rentable. Et ça m'a beaucoup choqué parce que j'avais traduit beaucoup des livres du Seuil, je connaissais les chiffres de vente de leurs meilleurs auteurs, ces livres n'étaient pas rentables. Et dans plusieurs cas, ne le seraient jamais. Mais malgré ça, c'était le fleuron de leur catalogue, c'était les livres les plus importants, c'est pour ça qu'on les traduisait. Et quand j'ai rencontré La Martinière pour un débat à France Culture, je lui ai donné l'occasion d'admettre que c'était une provocation. Alors je lui ai dit, vous dites ça pour emmerder vos collègues à Saint-Germain que vous n'aimez pas parce qu'ils ne font pas des livres avec des images, mais vous n'êtes vraiment pas déterminé que chacun de vos livres va être rentable. Et il m'a dit non, au contraire, j'exige que ça soit le cas et nous n'allons plus publier des livres qui ne sont pas rentables. Et le résultat au Seuil, avec beaucoup de gens que j'admire beaucoup, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile pour eux de faire leur métier d'éditeur, parce que avec des conditions de ce genre, c'est quasiment impossible. Donc la question, je crois qu'il faut se poser, et je voudrais en parler aussi, non seulement pour les libraires, mais aussi pour les bibliothèques, c'est si une grande partie de la production, non seulement culturelle, mais des médias, parce que la question dont on parle est encore plus aiguë dans les journaux, comment continuer une production dont le pays a besoin et dont, il faut dire, un système démocratique a encore plus besoin. Parce que si, en partie, à cause des contrôles dont je parlais dans la presse, il y a beaucoup moins de débats qu'on devrait avoir en France sur ce qui se passe, le rôle des éditeurs indépendants devient de plus en plus important, parce qu'il faut que quelqu'un puisse publier quelque chose qui vous dit voici les problèmes, voici les questions, voici les investigations que nous avons faites. On dit toujours oui, l'Internet c'est une solution, mais l'Internet est quelque chose qui
médiophage, si on peut le dire, n'est-ce pas, qui vit du travail des autres. S'il n'y avait pas les journaux, les reportages, Google ne saurait pas quoi mettre dans sa première page. Et donc, je crois qu'une des questions à poser, c'est à quel point, si Google a pu avoir 5 milliards de bénéfices l'année dernière, à quel point est-ce qu'on devrait leur demander de repayer aux journalistes et aux journaux une partie de ce qu'ils utilisent. Mais je crois qu'il y a deux problèmes. En premier, le plus important, c'est qu'il y a une bataille actuelle entre les gens qui contrôlent la distribution, donc les 2 ou 3 grandes boîtes, Amazon, Google et d'autres, et tout le monde d'autre. Alors en France, c'est un énorme problème parce que les éditeurs sont confrontés avec Amazon qui voudrait imposer en France le même prix qu'on a en Amérique, qui va très bien pour Amazon parce qu'ils peuvent vendre plus de livres comme ça, mais qui ne va pas très bien pour les auteurs et les éditeurs qui vont recevoir presque rien là-dessus. Donc, dans tous les domaines, les gens, et on voit ça dans la librairie, les gens qui contrôlent les réseaux de distribution veulent contrôler le reste. Donc, la question de la contrôle de ce mécanisme est très, très important. Et en France, c'est devenu naturellement un débat autour des bibliothèques avec la numérisation. Tout ça est essentiel, il faut que ça arrive, mais dans quelles conditions et avec quel contrôle ?